Bonsoir. Nous sommes en direct. Trois personnes, 7 personnes. Bienvenue. Ruben Besteilou, mon neveu. Dites-moi si on entend bien parce que j'essaye la première fois avec les iPods et je ne sais pas si c'est bien. Vous me direz si vous entendez bien. Où est-ce que j'enlève? Lucille, Dana, ma cousine, comment vas-tu? Ça va bien? Nathalie Adawi, ma copine de toujours, avec qui elle a fait des voyages merveilleux. Merveilleux le voyage avec Nathalie. On a sillonné le monde. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Jean-Luc Ada, salut, comment vas-tu? On a raté notre déjeuner à la Corniche jeudi. Dommage, ça a été une bonne. Pierre Zeytoun, salut. Comment vas-tu? Comment ça va, Elat? Toujours vert? Il fait beau? Tout va bien? Ici, c'était un triste dimanche. Le premier dimanche de confinement, il faisait pas beau, je suis sorti très peu. C'était un triste dimanche. Marisa Seriki, bonsoir. Dada de Tunis, c'est celle qui veille sur notre cimetière du Borgel à Tunis. Une fille magnifique. J'ai hâte de la revoir à Tunis, parce que vous savez que je vais très souvent pèleriner mon beau-père et mon père et mon grand-père à Tunis. Et donc, je la rencontre, elle s'occupe de nos tombes à Tunis. André Besseinou, mon frère, comment vas-tu? Tout va bien? Barbara Cohen, Angela Ilouz, bonsoir. Claude Delman, comment ça va? Comment va votre fille? Tout va bien? Les Zouari de la Marsa, comment ça va? Comment ça se passe à la Marsa? Faites attention à vous. C'est très très chaud en ce moment, la Marsa. Hein. Tunis, c'est très chaud. Moi, je suis en contact permanent avec Sanda Turquie qui me dit que c'est très très chaud. Le Val-de-Loire, comment va le Val-de-Loire? Tout va bien? Cadeau pro. Jordan Besseinou, mon neveu. Comment ça va, Jordan? Tunis, hâte de te revoir aussi, Sanda. Bah oui, on a hâte de revenir, mais bon, qu'est-ce que tu veux faire? Pour l'instant, c'est bloqué. Cadeau Pro, salut, notre Cadeau Pro national, magnifique. Celle qui s'occupe de gérer ce site, ce groupe de manière parfaite. Elle est là tout le temps, elle est vraiment magnifique. Yada Selem, bonsoir. Daisy Chemla, salut. Comment ça va, Daisy? Rosette Zeytoun, bonsoir. Evelyne Soussan, Ilan Zara, Nathalie Ainouz, bonsoir. Ainouz, c'est Besna Ainouz, c'est la même chose. C'est la même origine, même famille. Samuel Cohen, Evelyne Zeytoun, bonsoir. Janine Boublil, comment vas-tu, Janine? Comment va Guy? Tout va bien? Eh ben, ta maison à la Marsa, tu n'es pas prêt d'y aller, hein? Pour l'instant, tu es avec nous à Paris. C'est pour bientôt. Mustapha, comment vas-tu? Les courses n'ont pas repris à Tunis. J'espère qu'ils reprendront, comme tu as dit, le 6 à Tunis. Tu sais qu'on a hâte de voir les chevaux recourir de partout dans le monde. Ça a repris les courses. Il n'y a qu'à Tunis où ça n'a pas encore repris, mais bon. J'espère que ça reprendra rapidement et qu'on pourra enfin voir nos chevaux courir. Hein. Surtout jamais Liette, qu'on attend depuis 2 ans et demi, hein, Mustapha? Valérie Attal, bonsoir. Comment ça va, Valérie? Paul Blanc, bonsoir. Ça fait longtemps que vous nous avez pas mis de jolies photos, Paul Blanc. Alors, c'est pas normal. D'habitude, tous les matins, on avait droit à une jolie photo d'une belle personne. Fabienne, salut Fabienne, j'étais chez elle à midi. Alors figurez-vous que Fabienne, je débarque chez eux à midi. Fabienne et Daniel sont mari. Qu'est-ce qu'il fait, Daniel? Il est en train de préparer pas une camoulia, il préparait un laplabi, figurez-vous. Dimanche, midi et demi, Daniel Bismuth, en train de presser l'ail et le citron et l'oignon, en train de pleurer, avec les trucs d'oignon, et qui faisait un lablabi. Et il me devait m'envoyer la photo du lablabi, il l'a pas fait. Voilà, donc Daniel, si tu as la photo du lablabi, Fabienne, mets-nous sur le groupe la photo du lablabi de ton mari. Youssef, bonsoir. Martine Lamy, ma copine, comment vas-tu, Martine? Tout va bien? Les enfants vont bien? Deep Sleep,
Dispositif magnifique. Un somnologue de très très haut niveau, docteur S Science. C'est vraiment, il est dans le service du docteur Damien Léger à la Pitié, meilleur service de sommeil de Paris. Et magnifique. C'est vraiment un homme plein d'idées, très intelligent. Salut Maxime. Delphine Vella-Gauthier, bonsoir. À Tunis, à la Marsa. Comment allez-vous? Votre mari va bien? Vous êtes toujours inquiète? Je sais qu'elle a très peur. Delphine, ben on a tous très peur. Philippe Madar, salut. Comment vas-tu Philippe? Tout va bien? Alors, Martine Zagdoun, salut. Hôtel Dieu, ouais, ils sont à l'Hôtel Dieu, je pense que je me suis peut-être trompé. Philippe Madar. Fabienne Bernheim de Megève. Fabienne Bernheim, une grande fidèle. Elle nous suit de Genève, toujours présente pour les lives. J'espère qu'un jour on la rencontrera à Paris, qu'on fera un déjeuner ensemble. Ça serait sympa. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens dans ce groupe. Hein. Paco Zimonski aussi, bonsoir. On ira déjeuner chez toi, tiens. C'est comment ça s'appelle son restaurant? J'ai commandé, bon, bref, peu importe. Bétis Lama de Marseille, professeur Raoult. Alors, on remet en cause professeur Raoult en ce moment. Hein, Camille Sevran, bonsoir. Pierre Younes de Tunis. Bonsoir Tunis, bonsoir, bonsoir. Imed Bderbel, bonsoir de Tunis. Agnès Henny, bonsoir. Alex, ton intervention la semaine dernière, tu sais, quand tu as raconté, je l'ai montré à mes parents, à mon père et à ma mère. Ils pleuraient, c'était très 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 dur pour eux, c'était très très émouvant. Tu as fait une intervention très émouvante, Alexandra. Beaucoup de gens m'ont appelé le lendemain pour me dire qu'ils avaient pleuré eux-mêmes. En tout cas, je peux te dire que mes parents, ils ont pleuré comme des enfants. C'était vraiment très touchant et très émouvant. Alors, Elsa Seban, ma fille. Coucou d'Indochine. Bravo Elsa, coucou d'Indochine. Non, ma fille n'est pas en Indochine, elle est là, hein. C'est pas vrai, elle se moque de nous, elle n'est pas d'Indochine. Il n'y a pas de gens qui... Haïfa nous écoute par contre, Haïfa, Déborah Usan, elle est Haïfa, elle nous écoute d'Israël. D'Israël, on nous écoute un peu de partout. Voilà, bonsoir de Sète. Donc on est aussi à Sète, bonsoir de Tunis, Sète, le Val-de-Loire, Eilat, Tel Aviv, Tunis. Très émouvant, on me confirme, Myriam, ton intervention, Alex. David Thuil, le grand pardon, pas pour la Chine. Non, on pardonne pas la Chine. On va en parler tout à l'heure. On va parler alors le programme ce soir est assez varié. On va commencer d'abord par des généralités, puis on va faire le point sur la situation en France. Et on va voir comment va se terminer cette crise, parce que je pense qu'aujourd'hui, on a une certaine visibilité sur la fin de cette épidémie. Donc je vais donner alors bien sûr, je vous ai toujours dit, les vérités d'aujourd'hui sont les mensonges de demain, mais je pense qu'aujourd'hui, on peut on peut imaginer le bout du tunnel, ou du moins comment tout cela finira, en tout cas cette épidémie finira. Eric Zouz, comment vas-tu? J'ai pas pu voir ta vidéo, elle avait déjà été retirée de Facebook. Cathy Braca, bonsoir. La Drôme, bonsoir la Drôme. Salut, aujourd'hui on est de partout. 13e quartier chinois, faites attention aux Chinois. Méfiez-vous des Chinois. Bénard Sana, salut, comment vas-tu? Du 15e. Cathy Braca, bonsoir. Frédéric Planchard, salut Fred. Fred aussi, c'est un ami avec qui on travaille. C'est un ami, un petit frère. Pour moi, je l'appelle mon petit frère. Fred, c'est vraiment mon petit frère. Je l'adore. On a fait aussi de très très beaux voyages ensemble. Donna Mabou, salut. Comment vas-tu? Bon, on va s'arrêter là parce que sinon on va pouvoir continuer comme ça. Valérie Parienti, bonsoir. Adjil Adjimi, comment allez-vous? Ça va bien? Tout va bien? Bon, Strasbourg est là. Alors si Strasbourg est là, on peut commencer. Voilà, donc on va commencer. Dan Felous, bon, Karine Boujna, salut, ils ont testé un vaccin aujourd'hui. Je vais en parler. Ne soyez pas pressés, nous allons y arriver. Le vaccin israélien, on va parler de tout. 478, on va peut-être encore attendre une dizaine de personnes pour faire le 500. On aime bien les chiffres qui finissent par 5. Voilà.
Alors, que Chirel Taïeb, bonsoir. Karine Keller, notre amie de toujours, Karine Keller, très très efficace sur le groupe. Elle a beaucoup participé, elle a fait des recherches à un moment sur les laboratoires. Très sympa, très 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 présente. Ouais. Gabriel Beniti, bonsoir. Nathalie Verrière, Orly Toledano. Que du beau monde. Nina Koubi, alors Nina Cohen-Koubi, c'est la nutritionniste, c'est elle qui fait maigrir mes patients. Je l'envoie dans le 8e. Elle est très très compétente pour ceux qui veulent maigrir, pour les stresser, pour tout ça. Elle est très très, c'est vraiment une bonne amie et un bon médecin. Excellent nutritionniste. Je vous la recommande. Voilà. Donc j'attends toujours le plat de la blabie de Daniel Bismuth, mais bon, il n'est pas là. Tant pis. Vanilla Mamou, salut. Comment vous portez-vous, toute la famille? Parce qu'à un moment, vous étiez bien atteints. Je les ai eus au téléphone. Ils avaient aussi, ils étaient bien atteints, mais là, je pense que tout va bien. Tout va mieux. Tant mieux, tant mieux. Allez, j'ai eu le codage au 10e jour, je me sens rétabli. Bravo, tant mieux, de bonnes nouvelles, c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on veut. On a très peur avec les enfants qui reviendront de l'école. N'ayez pas peur, la peur n'évite pas le danger. Il faut pas avoir peur, il faut être vigilant, il faut être courageux, il faut toujours être positif. Vous savez, on va en reparler. Alors, avant de commencer, il y a 3 choses que je voulais vous dire. Le test antigénique. Les tests antigéniques que se font en pharmacie. Aujourd'hui, c'est plus la peine d'aller courir les laboratoires pour vous faire des tests PCR. Les tests antigéniques que font les pharmaciens sont très fiables, surtout s'ils sont positifs. Ça dure 10 minutes et ça sauve des vies. Je vais vous raconter, nous, vendredi dernier, on devait aller dîner chez ma belle-mère. Et vous savez qu'on a mon jeune dernier, là, le Maxime, qui a 25 ans, qui est toujours qui est dans son travail, personne ne porte le masque et tout ça, et il a eu un de ses collègues qui a été positif. Il a été faire le test à la pharmacie, et il a fait le test, et il a trouvé qu'il était positif. Et donc, le fait d'avoir trouvé qu'il était positif, ça a été très 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 important. D'une part, il n'est pas venu chez ma belle-mère, parce que ma belle-mère est une femme âgée, et ça aurait été très dangereux. D'autre part, moi j'ai tout de suite fait un PCR, pour voir que j'étais négatif et donc pour voir si je pouvais y aller et pour voir si je n'avais pas été contaminé. Et tout de suite, on l'a isolé, il est là dans sa chambre, et dans sa chambre, personne, il ne sort plus de sa chambre. Donc vous voyez comment le fait de ces tests antigéniques en 10 minutes, s'il avait attendu un PCR 3 jours, il m'aurait contaminé, il aurait contaminé ma belle-mère, ça aurait été une catastrophe. Il aurait contaminé des gens encore demain au bureau parce qu'il n'aurait pas encore eu le résultat. C'était vendredi à 6 heures qu'il a fait le résultat. Faites des tests PCR en pharmacie, des tests antigéniques. C'est pris en charge maintenant en partie ou presque, même si ça vous coûte 30 euros, je ne sais pas si c'est pris en charge. Faites-les. Beaucoup de pharmacies le font. Tapez sur Internet, test antigénique pharmacie. Vous allez trouver des endroits où ils le font. Vous gagnez du temps. Et je vous ai toujours dit, il faut toujours avoir un temps d'avance sur le virus. Si vous perdez 1 jour, 2 jours, des fois c'est catastrophique. Soyez toujours en avance sur le virus. Vous savez que l'Allemagne a gagné la guerre de Covid grâce à ce test-là. L'armée française avait validé ces tests à partir du mois de juin. Je ne sais pas pourquoi le ministère de la Santé n'a pas voulu les valider jusqu'à maintenant. C'est pas possible. On gagne un temps fou et le temps gagné, c'est des vies qu'on sauve. Ne perdez plus votre temps à prendre des rendez-vous au laboratoire, des PCR, 3 jours, 4 jours. Si vous êtes positif, ce n'est pas la peine de le confirmer par un PCR. Il est positif, il ne peut pas se tromper ce test antigénique. S'il est négatif et que vous avez un fort soupçon, vous pouvez faire un PCR pour vous confirmer. Mais ne perdez pas de temps. Le temps, c'est la vie. Donc faites ces tests en pharmacie. Allez, beaucoup de pharmacies le font, mais non, ne traînez pas. Vous gagnez 2 jours, 3 jours, c'est des centaines de gens qui peuvent être contaminés dans cette laps de temps. Donc n'attendez plus les tests en laboratoire. Toutes les pharmacies, beaucoup de pharmacies le font. Tapez sur Internet, vous allez voir en fonction de votre arrondissement, en fonction de votre localisation. En France, ils le font. Les Allemands ont gagné la guerre du Covid grâce à ces tests. À nous maintenant de la gagner grâce à ces tests. Ça, c'était la première chose que je voulais vous dire. La deuxième chose que je veux vous dire avant de commencer vraiment cette soirée, c'est l'intérêt du lavage des mains. Combien de fois je vous ai dit que le mode de contamination était pas tout à fait certain et que j'insistais sur le lavage des mains. Alors, on sait bien sûr que la contamination se fait par voie respiratoire, par les postillons, les aérosols, que ces aérosols se baladent dans la chambre, qu'il faut aérer, tout ça. Mais la voie manuportée, c'est 20% des contaminations. C'est très important la voie manuportée, c'est-à-dire que vous touchez un virus et après vous mettez le doigt dans l'œil, le doigt dans la bouche et vous vous contaminez comme ça. Donc c'est très 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 important, il faut savoir. C'est des tests, des chercheurs ont fait
On fait des tests et ils ont comparé la durée de vie du Covid sur la peau par rapport à une grippe banale. Donc ils ont mis sur des volontaires du Covid en crachat sur la peau et puis du virus de la grippe sur la peau. Et ils ont vu en combien de temps combien de temps ça restait sur la peau. Vous savez combien de temps ça reste sur la peau? 9 heures. Alors que le virus de la grippe, c'est 2 heures. Donc imaginez-vous que 9 heures, il faut vous laver les mains très souvent. C'est très important le lavage des mains. Je le répète, vous allez me prendre pour un radoteur. Peut-être, c'est pas grave. Lavez-vous les mains. Ces mêmes chercheurs qui ont montré que ça durait 9 heures ont montré l'efficacité totale du gel hydroalcoolique sur ce virus. C'est-à-dire que quand vous lavez les mains, il n'y en aura plus. Vous évitez donc le manuportage. Donc tout aussi important, les gens mettent des masques, ils sont avec des masques, ils sont contents, ils ont le masque, ils ont le masque. Mais ça ne suffit pas. Il faut vous laver les mains. Il faut vous laver les mains régulièrement. C'est très très important. Lavez-vous les mains. Les scientifiques ont fait la preuve de l'efficacité du gel hydroalcoolique sur le Covid. Et donc c'est très important de se laver les mains. Je vais essayer de vous montrer, je ne sais pas si j'arrive à vous montrer les courbes. Voilà. Donc ça, c'est les courbes de la présence du virus Covid sur les mains. Vous voyez qu'on le retrouve après 8 heures, on retrouve encore du Covid, alors que pour le virus de la grippe, au bout de 2 heures, on ne le retrouve pas. Donc ça, c'est des études scientifiques qui ont été menées, qui sont fiables. C'est pas des racontards, c'est des choses importantes. Donc lavez-vous les mains. Voilà. C'est la deuxième chose que je voulais vous dire en introduction. Troisième chose, vous savez, c'est le confinement. Le confinement, bon, il faut avoir des dérogations pour sortir de la maison. Et c'est compliqué. Si chaque fois, il faut imprimer une dérogation et tout ça. Donc, il y a quelqu'un du groupe, Kiki et Chino, qui a trouvé une application, une QR code, je crois. On va vous la mettre sur le site, sur le groupe après ce live. Et vous avez un QR code et vous tapez, vous avez des applications et vous avez qu'à la remplir. Vous sortez pour aller chez le docteur ou pour faire les courses ou pour aller donner à manger à un parent. Vous avez qu'à cocher les cases et automatiquement, vous l'aurez pas à l'imprimer, vous l'aurez sur votre téléphone. Et ça, c'est très 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 pratique pour vous qui voulez sortir parce que c'est vrai que c'est très difficile de rester à la maison, on a des courses à faire, on doit aller chez le médecin, on doit aller voir ses parents, enfin bon bref, c'est le confinement, mais on a quand même quelques libertés et il faut pouvoir les utiliser. Voilà, donc c'est la troisième chose que je voulais vous dire avant de commencer cet exposé, où on va parler maintenant de la situation en France, on va parler pourquoi il fallait confiner, et après on va parler comment va finir cette crise. Voilà. Alors, la première chose que je voulais vous dire, bon, en France, vous savez que la situation épidémique, elle continue à se développer, à se dégrader, avec une très forte augmentation de tous les indicateurs nationaux. On a une accélération importante de l'épidémie sur l'ensemble du territoire, ça on le sait, le nombre d'hospitalisations augmente, le nombre de décès augmente. Bon, tout cela est en très 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 nette augmentation. Ce qu'il faut savoir, c'est que le taux de positivité aujourd'hui est d'ordre de 20%. On était à 3% il y a un mois, je ne sais pas si vous vous souvenez. Quand Israël était à 15% au top de son pic, nous on était à 3-4%. Aujourd'hui on est à 20%, on va bientôt rattraper la Tunisie qui était à un moment à 30%. Donc vous voyez qu'il faut faire quelque chose quand même. L'épidémie est trop galopante. 20% du taux de positivité, c'est énorme. Donc la France est dans une situation un peu embêtante. Alors, il y a une très forte augmentation, donc je vous ai dit, de tous les marqueurs, notamment les hospitalisations, les réanimations et les décès. Il y a une augmentation des hospitalisations de 62%. Il y a une augmentation des admissions en réanimation. 62% sont des personnes âgées de 65 et plus, et 89% des comorbidités. Mais cela veut dire quand même que 38% des patients ont moins de 65 ans. Ce qui n'est pas négligeable. 38% n'est pas loin de la moitié. Le nombre de décès, vous savez qu'après la première vague, on était à 30 000. On est aujourd'hui à 36 788, ou hier à 37 788. Dans les EHPAD, alors là, augmentation du nombre de cas, du nombre de décès, très important.
Les régions les plus touchées, toujours nous, l'Île-de-France, les Hauts-de-France, toujours la même chose, et l'Auvergne-Rhône-Alpes. Pourquoi? Parce que c'est des régions où il y a une forte concentration de population, le plus probablement. Et les villes les plus impactées sont Saint-Étienne, Lille, Lyon et Grenoble. Donc si vous habitez ces villes-là, c'est là où le problème commence à se poser. Alors, qu'en est-il du nombre de contaminations? Quand vous écoutez les chiffres, vous lisez qu'on est à peu près entre 30 000 et 50 000 contaminations par jour. En fait, maintenant, depuis qu'on fait le test antigénique, on s'aperçoit qu'on est très loin de la réalité des positifs. On pense même qu'on est 2 fois plus élevé que ce chiffre. D'après le professeur Jean-François Delfrécy, qui est le patron du comité scientifique, le président du comité scientifique en charge de conseiller le gouvernement, on est à 100 000 cas par jour. Donc vous voyez, d'après lui, quand même, on est arrivé à 100 000 cas. Donc vous voyez que la tension était très importante. Pourquoi le gouvernement confine? C'est pas parce qu'ils ont envie de confiner, parce qu'on est pratiquement à 100 000 cas par jour. Alors, même notre ministre de la Santé, Véran, dans un interview à France Inter, il a quand même lâché ce chiffre incroyable, qu'il y a actuellement, en France, 1 million de porteurs de virus. 1 million de porteurs du virus, de positifs. Quand vous savez, c'est mathématique ce virus, je vous l'ai toujours dit, c'est une horloge. Quand vous savez que 0,5% de ces patients, de ce million, va aller en réanimation dans 15 jours, ça fait combien? Ça fait 5000 patients dans 15 jours en réanimation. 5000 patients de plus en réanimation des 3000 qu'il y a maintenant, on a atteint le niveau de maximum. Donc ils étaient obligés de confiner. Est-ce que le gouvernement a bien fait de confiner? Bien sûr, il a bien fait de confiner. On est à la catastrophe. On est à la catastrophe. On est déjà, même maintenant, en faisant le confinement, on y est, à la saturation des réanimations. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire? Attendre? Attendre quoi? Qu'on arrive à 15 000, 20 000 malades en réanimation? Les envoyer où? En Chine? Par transporteur? Où on va les soigner? Toute la France est atteinte. Il n'y a plus de lits nulle part. L'Europe, c'est la même chose. Vous allez les envoyer en Belgique. En Allemagne, ils commencent à être débordés. Donc, non, on n'avait pas le choix. Ceux qui critiquent le confinement, eh ben, ils ont tort. C'était ou le confinement ou la catastrophe. Donc, moi, en tout cas, même si je suis contre le confinement, on n'avait pas le choix. À quoi ça sert le confinement? Ça sert pas à nous infantiliser, nous mettre en prison, ne pas nous empêcher de sortir. Ça sert pas à ça. Ça sert à attendre la fin de l'épidémie en limitant le nombre des cas. Ça sert à amortir les courbes. Ça sert à faire en sorte qu'on n'ait pas 15 000 personnes en réanimation et qui s'entraînent des morts. C'est ça, les gens disent, ah, voilà, on a fait le confinement en mars, voilà où on en est. Mais on s'est arrêté à 30 000 en mars de morts. Si on n'avait pas fait le confinement, on aurait été peut-être à 50 000. Macron parle de 400 000 morts si on ne faisait rien. Mais c'est possible. C'est une horloge. 5% vont en réanimation, 0,5% vont en réanimation et 0,2% meurent. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire? Vous savez combien est le taux de reproductivité aujourd'hui en France? 1,42. En une semaine, il est passé de 1,34 à 1,42. Vous savez, c'est que le taux de reproduction, c'est que chaque personne, combien il contamine. C'est énorme. Je vais vous montrer sur un schéma. Voilà avec le RE. Quand vous avez un taux de reproduction à 0,5, si vous avez 4 patients atteints, ces 4 patients, on va diviser par 2, puisque chacun contamine 0,5 patients. On va passer à 2, puis après on va passer à 0. Si vous avez un taux de contamination qui est de 1,5, ces 4 patients positifs, ils vont donner 6. Et les 6, ils vont donner 9. Et les 9, ainsi de suite. C'est une catastrophe. Donc on est aujourd'hui à ce niveau-là, à R égale 1,45, 42, on y est. C'est exponentiel. Donc vous voyez quand même que
le taux de reproductivité, il est trop fort en France. Il fallait confiner. Pourquoi il fallait confiner? Parce que, je vous montre un autre schéma. Voilà notre schéma. Ça a été posté par un membre du groupe. Si vous faites rien et que vous laissez tout le monde en liberté, une personne infectée, dans 5 jours, on sait que le taux de reproductivité du virus est de 5. C'est-à-dire que si on fait rien, un va contaminer 2,5. Donc, un infecté, il va contaminer 2,5. Dans 5 jours, il y en aura 2,5. Mais dans 30 jours, 406 personnes. Parce que chacun va donner 2,5 tous les 5 jours. 406 personnes. Si vous réduisez de 50% les contacts, en 5 jours, on n'aura que 1,25 d'atteints. Et dans un mois, on n'aura que 15 personnes. Regardez la différence quand vous diminuez le nombre de contacts par 2. C'est-à-dire que quand vous êtes, de vous-même, vous voyez moins. Je vous le disais combien de fois, diminuez vos contacts. Ben voilà. Ce schéma qui a été mis par ce membre était magnifique. Si vous réduisez de 75% les contacts, dans 5 jours, il y en aura 0,25. 0,625, donc la moitié. Et dans un mois, 2,5. Donc vous voyez que le confinement, c'est pas une punition. C'est des mathématiques. Ce virus, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est des mathématiques. On le connaît par cœur, ce virus. Ce sont des mathématiques. Alors, la France a adopté ce confinement, mais c'est pas le premier pays à le faire. On l'avait fait déjà en mars. Mais on n'est pas le premier à reconfiner. Je vous l'ai dit la semaine dernière, l'Irlande, les Pays de Galles, l'Australie, Israël. Si on prend l'exemple d'Israël, on a toujours pris des exemples, j'ai toujours dit qu'il fallait faire par comparaison. Si vous prenez l'État d'Israël, quand on reprend les chiffres, là, j'ai reçu un papier hier. Alors, dépassé par la progression de l'épidémie, Israël a reconfiné sa population entre le 18 septembre et le 18 octobre. Une mise sous cloche qui semble avoir porté ses fruits. Ainsi, le 18 septembre, Israël identifiait 5340 cas par jour, c'est-à-dire l'équivalent de 40 000 pour la France, c'est-à-dire qu'ils étaient à peu près au stade où on en était. Ils sont arrivés le 18 octobre à 920 cas par jour. Donc vous voyez comment le taux, avec ce confinement, comment le taux a baissé. Alors c'est sûr que ça n'a pas éradiqué l'épidémie, c'est sûr, mais au moins, ça l'a temporisé. Ça nous permet d'attendre une solution, ce dont je vais vous parler tout à l'heure. Donc, cette tendance à la baisse, vous savez qu'elle va se maintenir de toute façon pendant un moment. Donc, c'est une mesure efficace, parce que ça va nous permettre d'atteindre la solution pour se débarrasser finalement de ce virus. Et certains ont préconisé de faire une politique de confinement et déconfinement. C'est-à-dire qu'on confine, on déconfine, on confine, on déconfine. On confine 3 semaines, on confine 15 jours, on libère 3 semaines, 1 mois. On confine, ça s'appelle la technique du stop and go, qui pourrait même être préventif. Il y a un groupe d'épidémiologistes britanniques qui a suggéré de faire ça. Confiner régulièrement et brièvement la population, même en absence de flambée épidémique, par exemple 15 jours tous les 2 mois. Cette solution permet d'améliorer les suivis d'épidémie et réduire la mortalité en réduisant l'impact sur la société. Donc c'est vrai que ça peut être une solution. Et les épidémiologues cherchent des solutions en partant sur le principe du confinement. Donc vous voyez que c'est quelque chose, le reconfinement, c'est quelque chose qui était obligatoire et qui était dans certains pays qui a montré ses preuves. Ça va nous permettra d'attendre et d'arriver à la fin de cette épidémie. Est-ce que ça marche? Alors, des expériences de ces confinements, il y a dans le Lancet, il y a une étude qui est sortie qui ont fait des études sur le confinement dans 131 pays. Donc ils se sont mesuré l'efficacité de la fermeture des écoles, des rassemblements interdits, l'interdiction des événements publics, le confinement strict à la maison. Enfin, ils ont tout étudié. Et ils se sont rendus compte que l'instauration de ces mesures diminue donc la reproductivité, l'euro, de 3% à 24% au 28e jour. Donc un confinement, pour qu'il soit efficace, il faut qu'il dure 28 jours.
Donc là, aujourd'hui, on est parti pour 28 jours minimum. Je pense que ce sera le laps de temps, s'ils ont les résultats qu'ils escomptent, c'est le laps de temps dans lequel on sera confiné. Seulement l'interdiction des événements publics baisse de manière significative le taux de reproductivité. Mais de même, on a vu que quand on relâche, ces études montrent que quand on relâche le confinement, eh ben ça repart. Donc c'est pour ça que certains préconisent le stop and go, parce que effectivement, quand on fait le confinement, ça baisse de manière drastique, mais le déconfinement, eh ben ça repart. Ils ont estimé que le confinement total, comme on a fait en mars, ramènerait le taux de reproductivité à 0,48. Donc, si vous voulez, à un niveau presque nul. Donc, c'est ce qu'on a eu en mai, c'est ce qu'on a eu en juin quand on est sorti, et puis progressivement, c'est remonté. Et ils se sont rendus compte aussi que ce confinement n'est efficace que si on laisse 3 semaines, au moins 3 semaines, le confinement, comme je vous ai dit tout à l'heure. Voilà. Alors, bien sûr, toutes ces mesures, ça aide à diminuer le taux de reproductivité, ça aide à aplanir la courbe du nombre de malades, mais souvent, ils n'étudient pas les conséquences psychologiques. Vous savez qu'on a de plus en plus de conséquences psychologiques avec cette épidémie. On voit beaucoup de gens qui sont vraiment très atteints psychologiquement, de vraies dépressions. Moi, je vois dans mon cabinet de vrais gens qui veulent, des vrais mecs, hein, des femmes, des gens actifs, dynamiques, des cadres, des opticiens, des dentistes, enfin des gens qui sont dans la vraie vie, quoi, et qui en ont marre, qui sont vraiment au bout de tout, hein. Donc, toutes ces histoires-là, ça, ce sont des chiffres. Mais n'oubliez pas que derrière les chiffres, il y a des gens, il y a des hommes et des femmes. Et ça, c'est très important. Le psychisme, ça va compter. Et tout ça malheureusement, le gouvernement, Michel Bensadoun, salut. Mais le gouvernement a du mal à en tenir compte. Mais c'est difficile entre la vie des uns, le psychisme des autres, les dépressions. C'est pas évident. Donc, dans cette étude, ils avaient étudié. Alors, la seule chose que j'ai trouvé aberrant dans ce confinement, c'est l'ouverture des écoles. Le maintien de l'ouverture des écoles. Parce que c'est vrai que quand on voit les courbes qu'on a eues là dans le Lancet, si je vous montre les courbes, vous voyez que ce qui est le plus efficace, pratiquement, c'est la fermeture des écoles. Vous voyez que quand l'école est fermée, le R diminue de manière drastique, et quand elle ouvre, elle augmente de manière drastique. Donc c'est la seule chose que je comprends pas. Les interdictions des événements publics, je vous avais dit, donc ça diminue de manière importante le taux de reproductivité, mais ça c'est bon. Le télétravail, ça diminue aussi quand les gens vont pas travailler, mais c'est pas aussi important que les événements publics. L'interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes, très important. Vous voyez que le taux de reproductivité est plus faible quand on le met, et quand on ouvre, ça augmente de manière importante. La fermeture des transports, ça n'a pas un impact. Moi, je pensais que la fermeture des transports allait avoir un impact. Ça n'a pas un gros impact. Le confinement à la maison, vous voyez que ça diminue quand même. Mais c'est pas suffisant. Si vous n'avez pas les autres mesures, les interdictions, c'est pas suffisant. Les voyages internationaux, il n'y a pas d'impact spécifique. Et limitation des mouvements, ça c'est pour fermer les villes. Voilà. Donc ça, c'était pour vous dire pourquoi il fallait confiner. Quel est l'intérêt du confinement et pourquoi il fallait confiner? On était arrivé à un stade où il y avait 1 million de personnes positives. 1 million de personnes positives, c'est 5000 patients en réa dans 15 jours. C'est intolérable pour la France, c'est insupportable. Et si on arrive à ce chiffre-là, ce qui est obligatoire, on va y arriver. Donc il faudra confiner. Donc tout ça, on est arrivé au confinement. Maintenant, la fin de l'histoire. Je vous ai trouvé 3 scénarios de possibilités de fin d'épidémie. Je vais vous partager avec vous en vous disant bien que les vérités d'aujourd'hui sont les mensonges de demain. Hein. Bon, moi c'est mon idée, c'est comme ça. Alors, la fin de l'histoire peut se faire de 3 manières. Premièrement, les médicaments. Trouver un médicament qui réussisse à vaincre le virus.
Je vous avoue qu'on n'en est pas très près. Les résultats préliminaires, vous savez qu'il y a eu un essai clinique mondial Solidarity, coordonné par l'Organisation mondiale de la santé. Elle a étudié tous les médicaments qui étaient susceptibles d'agir sur le virus. Le Remdesivir, l'hydroxychloroquine du professeur Raoult, le lopinavir, le ritonavir et l'interféron. Tout ça a très peu d'effet. Cet essai qui a été fait sur 30 pays qui ont essayé ces médicaments à différents stades de la maladie n'ont pas montré d'efficacité. Vous savez, je vous ai dit la semaine dernière qu'il y a un essai aussi, parce qu'il y a un laboratoire de Lille, l'Institut Pasteur de Lille, qui est en train de tester 2000 anciennes molécules qui voudraient voir si jamais ça peut marcher sur le Covid. Et nous avons actuellement l'octophène qui est susceptible de marcher. Et donc il y a Bernard Arnault, LVMH, qui a mis 5 millions d'euros sur la table pour pousser cette étude. Donc ça reste notre seul espoir, entre guillemets, parce que tous les médicaments déjà connus, antiviraux, tout ça, n'ont pas l'effet escompté. De même que l'antiparasitaire, Nila Koubi me parle de l'antiparasitaire, je ne me rappelle plus de son nom, mais enfin, il n'a pas montré son efficacité non plus. Donc, le médicament qui détruirait le virus, non. La course au vaccin, c'est la course c'est pas seulement la course au vaccin, c'est la course au jackpot. Parce que celui qui va sortir le vaccin, il va sortir le jackpot. Parce qu'il y aura des milliards de doses qui vont être vendues. Alors, plus on avance, on sait qu'on est dans cette deuxième vague, plus l'histoire du vaccin, parce qu'il faut quand même qu'on ait une visibilité sur la fin de cette maladie. Donc, l'histoire du vaccin, ça devient de plus en plus crucial. Aujourd'hui, il y a 169 vaccins candidats au Covid-19. Sur les 169, il y en a 26 qui sont en phase d'essai sur l'homme. Quand vous faites un vaccin, il y a actuellement plusieurs étapes à franchir. La première étape, c'est des tests sur les animaux. Actuellement, les 3/4 des recherches sont à ce niveau-là. Ensuite, il faut faire des essais sur les humains. Il y a 3 phases. La première phase teste l'innocuité, c'est-à-dire l'absence d'effets secondaires de ce vaccin, et ça on les teste sur un petit nombre de personnes. On analyse les effets indésirables, les tolérances, les intolérances, et au plus on analyse surtout la réponse immunitaire. Tout ça sur un très faible nombre de patients. En France, le vaccin de l'Institut Pasteur, il est dans cette phase. La phase 2, consiste à expérimenter non plus sur un faible nombre de patients, mais sur quelques centaines de patients. Le vaccin de Sanofi du britannique GSK est à ce stade-là. C'est-à-dire qu'on va prendre pas mal de patients, quelques centaines, qu'on va fragmenter en âge, en hommes, femmes, personnes âgées, tout ça, et on observe si le vaccin agit d'abord différemment dans les différentes catégories d'âge. Et aussi, cette phase-là permet d'avoir une notion de la dose vaccinale. Parce qu'on ne sait pas combien de doses il faut donner. Donc c'est à partir de cette phase 2 sur l'homme qu'on va apprécier la dose qu'il faudra injecter chez l'humain. Enfin, le phase 3, le vaccin est testé à très grande échelle, plusieurs milliers de patients. Vous savez qu'ici, l'Institut Pasteur recherche 25 000 volontaires, donc parce qu'ils sont déjà en phase 2 et ils pensent arriver en phase 3 bientôt. Donc ils cherchent 25 000 volontaires, donc c'est vraiment à très large échelle. Et voilà, donc aujourd'hui, voilà les différentes phases de validation du vaccin. Seulement aujourd'hui, 10 vaccins ont atteint la phase 3. C'est le cas des vaccins américains Moderna et Pfizer, qui pourraient demander la validation aux États-Unis à la fin du mois de novembre. Toutefois, Pfizer n'est pas en mesure de publier toutes les données de la dernière phase de ses essais cliniques. Et nous avons aussi le vaccin israélien,
qui est aussi en phase 3, qui a commencé, les essais ont commencé ces derniers jours. Je crois que ça s'appelle Bifid ou un truc comme ça. Voilà. Alors, ça c'est pour les pays transparents. Qu'en est-il du vaccin russe, Sputnik 5? Vous savez que depuis le mois d'août, Poutine a dit, voilà, j'ai vacciné mes généraux, j'ai vacciné ma fille, j'ai fait le vaccin. Mais il faut voir que, il faut savoir d'abord que ce qui est très intéressant, c'est que la Russie, elle s'est appuyée sur l'armée pour faire ce vaccin. Et s'est appuyée sur une université moscovite qui est très très reconnue. Et donc, c'est quand même très sérieux ce vaccin russe. Je ne sais pas pourquoi, moi j'y crois. Je crois que le vaccin russe va être probant. Voilà. Alors, il a été baptisé Sputnik 5 en référence au satellite artificiel, le premier satellite de l'histoire. Alors, il y a beaucoup de réticences, notamment de la part de l'OMS. La Russie a demandé une préqualification à l'OMS, à l'Organisation mondiale de la santé, pour pouvoir diffuser son vaccin dans le monde entier. Mais les responsables de l'OMS sont prudents, les résultats disponibles sont seulement partiels, et il est impossible de savoir à ce stade si le vaccin est efficace. Donc là, vous voyez l'OMS, je ne sais pas si on peut lui faire encore confiance, mais en tout cas, la Russie a demandé une préqualification. C'est le premier pays qui a demandé préqualification, et pour l'instant, elle n'a pas obtenu de réponse de l'OMS. Et en plus, maintenant, la Russie a un deuxième vaccin qu'elle présente en préqualification. Vladimir Poutine l'a annoncé qu'il y a un deuxième vaccin. Donc vraiment, la Russie est vraiment dans la course au vaccin et elle est en bonne position. Mais bon, il faut que l'OMS le valide avant que ça passe en France, en tout cas. Qu'en est-il des Chinois? Ah, les Chinois, ils nous ont tout fait. Ils nous ont tout fait. Peut-être qu'ils nous feront le vaccin après nous avoir amené le virus. Peut-être qu'ils nous sortiront du virus. Je sais pas. En tout cas, moi, vous savez, l'amour que je porte aux Chinois, c'est toujours un peu compliqué avec eux. Donc, je sais pas. Moi, la vérité, cette épidémie, elle m'est restée au travers de la gorge. J'ai trop vu de malheurs, j'ai trop vu de problèmes, j'ai trop vu d'horreurs. Et je sais que c'est venu de Chine, donc ça me restera en travers de la gorge. Ben, elle aussi, vous savez, il y a beaucoup d'intérêts financiers en jeu. Ben, vous trouvez la Chine. La Chine est toujours là quand il y a beaucoup d'intérêts en Chine. Il y a beaucoup d'intérêts. Alors eux, ils se sont débarrassés de l'épidémie. Ils ont plus d'épidémie. Donc qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils font des affaires et donc ils nous vendent les masques, les trucs et tout ça. Et en plus, ils veulent nous vendre le vaccin. Et elle a injecté des milliards de dollars dans la recherche, la Chine. Des milliards de dollars. Il y a des dizaines de vaccins qui sont en cours de fabrication en Chine. C'est énorme ce qu'a mis la Chine dans cette histoire. Il y a 4 vaccins qui sont déjà en phase 3 dans les essais cliniques, dont celui qui s'appelle Sinovac. Sinovac, il a été déjà utilisé des milliers de fois, des milliers de personnes ont eu ce vaccin. Tous les gens qui travaillent dans les ports, dans les hôpitaux, dans les zones à risque, tous. Et il paraît même qu'en Italie, du côté je ne sais plus dans quel port d'Italie qui était tenu par les Chinois, tous les Chinois sont vaccinés là-bas. C'est pour ça qu'il y a très peu de cas d'épidémie. Donc voilà, donc les Chinois, ben, font la course en tête. Ils font la course en tête, ils ont déjà vacciné, ils s'en foutent de l'OMS complètement, c'est pas leur problème. Ils ont vacciné déjà tous les Ouïghours, là, dans la province des Ouïghours, ils les ont tous vaccinés. Et ils ont vacciné beaucoup de gens dans leur propre pays et de leurs ressortissants qui travaillent à l'étranger. Ils sont pratiquement tous vaccinés. Aujourd'hui, même si les tests n'ont pas été approuvés et que les essais cliniques ne sont pas finalisés, quand même, on voit poindre à l'horizon un vaccin. À quel horizon? Par exemple, le Sinovac, il est déjà vendu en Chine 50 €. Et 2 doses. On fait 2 doses. Une dose maintenant, une dose 28 jours après. Et c'est vendu 50 €. Et cette entreprise-là qui fait Sinovac, qui s'appelle Sinopharm, elle a une capacité de fabrication d'1 milliard de doses. Donc vous voyez quand même qu'ils ont quand même pris un pas d'avance, les Chinois. Je pense que le vaccin chinois va être rapidement. Mais que dit notre président Macron de ces vaccins?
parce que tout ça va être soumis à des problèmes administratifs, à l'OMS, à tout ça. En tout cas, on voit que le vaccin est très très proche. Il est proche, mais Emmanuel Macron, il a dit, un vaccin doit être attendu pour l'été. Et en dessous, il rajoute, c'est en tout cas ce que disent les scientifiques. C'est possible. C'est possible. C'est ce que disent les scientifiques. Donc, vous voyez, le vaccin, il commence à poindre à l'horizon. Donc ça, c'est la deuxième hypothèse pour finir cette épidémie. Mais ce n'est pas la seule. La troisième hypothèse, c'est la disparition du virus. La disparition. Vous savez que, je vous l'ai toujours dit, il faut par comparaison, je vous ai toujours parlé de la grippe espagnole. La grippe espagnole, il y a eu 3 vagues. Vous savez qu'aux États-Unis, ils se préparent à la 3e vague dans certaines régions. Ils ont eu les 2, ils préparent la 3e. Donc, ils savent très bien qu'elle va arriver. Nous aussi, on sait très bien qu'elle va arriver, puisque ce qu'on fait ne sert qu'à amortir. Donc, il y aura la 3e vague. Donc, comment ça s'est passé avec le virus de la grippe espagnole? Eh bien, ça s'est passé qu'à la 3e vague, il a disparu. Il a disparu, on ne sait pas comment. On peut imaginer que, à force de rencontrer des gens qui ont été vaccinés, le virus n'arrive plus à rentrer dans le corps, donc va muter pour essayer de rentrer dans le corps des patients. Mais si ces gens ont été immunisés, il ne pourra pas rentrer. Et au fur et à mesure qu'il voudra rentrer, c'est ce qu'on appelle l'immunité collective, mais là, on n'aura jamais l'immunité collective. C'est pas l'épidémie de la grippe espagnole ne s'est pas arrêtée par l'épidémie collective, c'est arrêté d'un coup. Mais disons, comment ça s'arrête? C'est pourquoi le vaccin, ça fait arrêter l'épidémie? Parce que le vaccin, vous avez les anticorps, vous avez l'immunité, donc quand le virus arrive, il rentre chez vous, il n'arrive pas à rentrer, il va se changer, tourner, virer pour essayer de rentrer, et puis s'il n'arrive pas à rentrer, paf, il meurt. Voilà. Donc c'est pour ça que les virus disparaissent. C'est parce qu'au bout d'un moment, ils n'arrivent plus à rentrer dans le corps et automatiquement, ils disparaissent. Donc la troisième solution est une solution qui est plausible. Ce n'est pas quelque chose de fou, c'est quelque chose de plausible, c'est que le virus disparaisse. Après la 3e vague, en mars ou en avril, peut-être que ça arrivera. En tout cas, au vu de ces 3 scénarios, il semblerait quand même qu'on arrive à l'été prochain. Là, on va faire une 2e vague, probablement une 3e vague. Je pense que maintenant, on va être rodé un peu. Il faut faire attention toujours. Et je pense qu'on a une visibilité, en tout cas jusqu'à l'été prochain, il y a une visibilité. Et après, tout sera fini et oublié. Alors, pour finir, j'ai trouvé un truc très intéressant dans l'OMS, c'est les fausses vraies vérités. C'est-à-dire, les gens, dans le groupe, on en voit plein d'ailleurs, des fausses vérités. Par exemple, le supplément en vitamines et en minéraux permet de guérir le virus du Covid. Ben non. Donc ça, c'est plein de choses comme ça. Pour finir, on va plein de trucs comme ça pour finir. Alors, les gens vous disent, vous trouvez des postes, oui, on va prendre des vitamines D, des minéraux, ça va permettre de guérir. Pas du tout. Ça ne permet pas du tout de guérir. Les micronutriments, comme la vitamine D, les uns sont essentiels au bon fonctionnement du système immunitaire, jouent un rôle fondamental dans le domaine de la santé et du bien-être, mais il n'existe pas à l'heure actuelle d'orientation concernant l'emploi de ces suppléments comme traitement du Covid. On peut préparer son immunité, d'accord, mais ça ne traite pas le Covid. C'est pas parce que vous allez prendre du zinc, du fer et de vitamine C et de la vitamine D que vous allez guérir du Covid. Pas du tout. Donc, voilà une fausse vraie vérité. Bon, l'hydroxychloroquine, on n'en parle pas. Alors, voilà aussi quelque chose qu'on voit beaucoup dans le groupe. Ça, c'est les réponses de l'OMS, je fais que les rapporter. Peut-on porter un masque quand on fait de l'exercice? C'est une question qu'on revoit souvent, et c'est une question qui n'est pas bête. Alors, il ne faut pas porter de masque quand on fait l'exercice, car les masques peuvent réduire l'aisance respiratoire. L'aisance, et non pas la capacité respiratoire. De plus, la transpiration peut entraîner une humidification rapide du masque, rendant la respiration plus difficile et favorisant la croissance de micro-organismes. Donc, pendant l'exercice, la principale mesure de prévention consiste à garder une distance avec les gens qui courent à côté, 1 mètre de distance en parallèle et 10 mètres en arrière. Donc voilà, si vous ne portez pas de masque, vous faites le jogging. Ok? Voilà. Les chaussures. Vous savez, les chaussures, on en parlait beaucoup des chaussures.
Vous savez, au début, en mars, on disait les chaussures, ça, je vous ai laissé les chaussures devant la porte, parce que vous amenez, vous marchez, les gens crachent par terre, surtout les Chinois, ils crachent par terre, et il y a leur virus par terre, et donc vous marchez, vous prenez les virus, vous les amenez à la maison. Eh ben, c'est pas faux. Eh ben, et par mesure de précaution, en particulier dans les foyers où il y a des nourrissons, des jeunes enfants, qui rampent même le sol, vous pouvez laisser vos chaussures à l'entrée. Cela aidera à empêcher les contacts, les saletés, les déchets, même ramenés sur les chaussures. Donc les chaussures, effectivement, vous pouvez les laisser dehors. C'était pas une bêtise. Alors aussi, quelque chose que j'ai vu très souvent sur le groupe. Est-ce que l'utilisation prolongée de masques médicaux, dès lors qu'ils sont correctement portés, n'entraîne pas d'intoxication au dioxyde de carbone, ni de manque d'oxygène? C'est très, très, très fréquent. Surtout au début. Combien de fois on a entendu ça? C'était de la folie. On répétait, on répondait en fonction du bon sens. Mais là, vous avez une répétition médicale. L'utilisation prolongée de médicaments peut être inconfortable, mais elle n'entraîne ni intoxication au CO2, ni manque d'oxygène. Au moment de porter un masque médical, veillez à ce qu'il soit correctement ajusté pour qu'il vous permette de respirer correctement. Ne réutilisez pas surtout un masque à usage unique. Donc, vous voyez, le masque, ce n'est pas ces gens qui disent avec le masque ça nous empêche de respirer, le taux d'oxygène, tout ça, c'est faux. Alors, il n'y existe actuellement aucun médicament pour le vieux. Alors, est-ce que ajouter du piment, parce que ça je l'ai entendu en Tunisie, hein, ah, nous avec la harissa on est protégés. Alors, vous avez la réponse. Est-ce que ajouter du piment dans votre soupe ou dans un autre plat ne permet pas de prévenir ni de guérir le Covid? Les piments relèvent très bien les plats, mais ne permettent pas de prévenir ni de guérir le Covid. Ah bon, on est étonné. Mais non, on n'est pas étonné, c'est la réalité. Donc, ne croyez pas qu'en mangeant du piment, vous n'allez pas avoir le Covid. C'est la même chose, ça ne tuera pas le Covid. Est-ce que les mouches peuvent le transmettre? Non, il n'y a pas à ce jour aucune donnée, aucune information que les mouches puissent transmettre le Covid. On peut... il faut... Il n'y a pas de mouche qui puisse infecter le Covid. Alors là aussi, mais ces questions ont été posées quand même, c'est ça qu'il faut savoir, c'est que les gens, la pulvérisation d'eau de javel ou d'eau désinfectant sur le corps, ou leur introduction dans l'organisme ne protège pas contre le Covid, et ils peuvent être dangereux. Mais c'est très dangereux, attention, la javel. Vous savez, le président Trump, il avait dit, on va prendre la javel. Attention, c'est très grave. Ça vous tue. C'est très grave. Ne mettez pas de javel sur votre corps, des trucs. Attention, c'est très très grave. Surtout pas. C'est de la folie, c'est pas une gastrite. Ça vous brûle l'œsophage. Vous avez plus rien. C'est une catastrophe. Attention. Donc ça, on est d'accord là-dessus. Alors, boire du méthanol, déjà de méthanol, de l'éthanol, le javel, peut être dangereux. La 5G, les réseaux téléphoniques 5G, est-ce que les réseaux téléphoniques 5G, est-ce que c'est dangereux? Mais le virus, il n'est pas sur les ondes radio, il est dans les aérosols, il est dans les mains, il est pas dans les ondes. Comme le 5G, les gens, ils se battent en ce moment, les écologistes, ils veulent pas de la 5G, ils disent ça pas la connerie. S'exposer au soleil ou à des températures supérieures à 25 n'empêche pas de contracter la maladie au coronavirus. Bien sûr, si c'était si simple que ça, on serait tous mis en Tunisie au soleil ou en Israël à Eilat, on serait parti voir notre ami Pierre Zeytoun, on aurait été tranquille et on s'aurait pris le soleil et puis on n'aurait jamais eu le virus. Mais c'est pas si simple. Si c'était si simple, ça n'aurait pas été une pandémie. Ça aurait été une épidémie. Une pandémie, c'est que c'est mondial. Il n'y a pas d'endroit où vous pouvez vous réfugier. Il n'y a pas de truc, c'est ce que je vous ai toujours dit avec cette épidémie. Il n'y a pas ni riches ni pauvres. C'est pas les riches, ils vont aller aux Antilles se dorer à 35 degrés et les pauvres vont crever de froid à Paris et se prendre le virus. Non, même s'ils vont à 35 degrés, ils auront le virus. C'est la même chose pour eux et pour nous. Alors, est-ce qu'on peut guérir de la maladie à coronavirus? Attraper ce nouveau coronavirus ne signifie pas qu'on va le garder toute la vie. La majorité des personnes qui contactent le virus peuvent guérir et éliminer le virus de leur organisme. Si vous contactez la maladie, assurez-vous de traiter vos symptômes. Si vous avez la toux, de la fièvre, difficulté respiratoire, appelez un médecin.
Mais sinon, contentez-vous d'appeler votre centre médical par téléphone. Non, n'appelez pas votre centre médical par téléphone. Le 15, vous savez que c'est le Doliprane. Si vous avez un problème de toux, de fièvre et autres, appelez votre médecin traitant qui vous mettra sous antibiotiques, sous vitamine D, sous zinc et sous zinc, vitamine C. Voilà. C'est très bon pour l'immunité, on l'a dit tout à l'heure, ça guérit pas du Covid, mais c'est bon pour l'immunité. Et le Zitromax a quand même un certain pouvoir de baisser la charge virale. Et donc, baisser la charge virale au départ de la maladie, c'est toujours mieux que d'attendre. Voilà. Donc, alors, boire de l'alcool. Est-ce que boire de l'alcool, ça protège du virus? Ben non, ça ne protège pas du virus. Sinon, on aurait été tous alcooliques. On aurait été tous en train de, avec une bière à la main, une bière de Corona. On aurait eu tous notre Corona à la main et on aurait kiffé avec une bière et on aurait été tous alcooliques et on n'aurait pas eu le virus. Non, c'est faux. Par contre, vous avez vu, il ne parle pas de la cigarette. Dans tout ce que je vous dis, il y en a plein, hein, des trucs comme ça. J'ai pris celles qui me paraissaient les plus rigolotes. Mais la cigarette, il n'en parle pas, donc c'est pas sûr que ce soit faux. Alors, le virus du Covid peut se transmettre sur les climats chauds et humides. Je vous ai déjà répondu, bien sûr. Le virus peut se transmettre sur toutes les régions, y compris les zones chaudes et humides, indépendamment du climat. Le temps froid et la neige ne peuvent pas tuer le nouveau corona. Non, non, non. Le froid et la neige, pour les riches non plus. Vous n'irez pas au ski à Megève ou à Gstaad pour faire du ski dans le froid et la neige et vous protéger du virus. Il vous suivra jusqu'à là-bas. Tout le monde a la même enseigne, où que vous soyez. Alors là, prendre un bain chaud. Et il y en a qui posent la question, est-ce que prendre un bain chaud ne protège pas contre le nouveau coronavirus? Mais non, ça ne protège pas. La température reste à 36, 37. Même si vous êtes dans un bain chaud, votre corps il va pas monter à 40. Donc, au contraire, c'est dangereux de prendre un bain très chaud, vous risquez des brûlures. Enfin bon, il faut faire attention, il faut rester logique, hein. Est-ce que le nouveau coronavirus peut être attrapé par les moustiques? Ben non, quel moustique? Quel rapport ils ont les moustiques dans le virus? Aucun rapport. Voilà, c'est des questions, vous pouvez pas, s'il y a un moustique qui tourne autour de vous, comment ça se fait qu'en Afrique, le nombre de cas est plus faible? Je vous l'ai déjà dit 100 fois. En Afrique, d'abord, ils ont une population jeune. Ils n'ont pas une population aussi vieille que la nôtre. Et deuxièmement, en Afrique, ils ont l'habitude des épidémies et ils savent très bien parer aux épidémies. Voilà pourquoi l'Afrique s'en sort mieux que nous. L'Afrique s'en sort mieux que nous parce qu'ils sont plus jeunes que nous, ils sont moins gros que nous, et ils sont habitués aux épidémies. Ils ont eu Ebola et tout ça, qui était autrement plus grave que l'épidémie de Covid, et ils savent très bien s'organiser, mettre des masques et tout ça. Ils n'ont pas attendu que l'OMS leur dise et qu'on les enferme. Ils savent très bien prendre leurs précautions. Les Africains sont beaucoup plus prêts que nous pour toutes les épidémies. Ils sont là-dessus beaucoup plus en avance que nous. Voilà pourquoi les Africains ne font pas, parce qu'il fait chaud. Voilà. Voilà, je crois qu'on a fait... Ah, les sèchements. Il y en a qui pensent que quand ils vont passer leurs mains au sèchement, ils vont tuer le virus. Non, c'est faux. La lampe ultraviolet, pour se désinfecter les mains. Non mais enfin, vous voyez, les gens, ils sont prêts à tout. Voilà, les scanners thermiques. Scanner thermique pour désinfecter les mains et neutraliser le virus. Enfin, vous voyez, tout est passé par là, tout est truc, tout est discussion, tout ça. Bon, enfin, voilà. Manger de l'ail. Manger de l'ail. Il y a des gens qui pensent que quand ils vont manger de l'ail, ils n'auront pas le virus. Ben non, c'est faux. Voilà. Et les personnes jeunes, oui, bien sûr, les personnes jeunes peuvent être infectées. N'oubliez pas que les personnes jeunes, vous faire des Covid longs. Combien de fois on a parlé des Covid longs? Vous savez que ça peut être aussi embêtant qu'un vrai truc. Voilà, bon, je vais arrêter parce qu'il y en a des tonnes et des tonnes comme ça. Peut-être qu'on en reparlera une autre fois. J'étais très content de faire ce live avec vous. J'espère que je vous ai pas trop embêté. Je vais voir si mon ami Pierre Zeytoun est là. Il n'est pas là. Il n'a pas un truc. Bon, tant pis. On peut pas l'inviter. Ce soir, Pierre Zeytoun, il est toujours à Eilat. Il doit prendre son apéro. Et donc, bon, mes amis, je vous dis, faites attention à vous. Les emballages, il faut les nettoyer, les emballages. Quand vous mettez, vous les nettoyez. Et sinon, les emballages, il faut... Et puis, vous utilisez surtout vous utilisez surtout... Je suis là. Voilà, il est venu. Je suis là. Bravo. Mais j'ai pas quitté, j'ai toujours été là. Hein. Bon, d'accord, mais tu n'avais pas demandé à intervenir. Comment ça se passe à Eilat? Non. Bah écoute, à Eilat, on est classé ville verte. Donc pour l'instant, tout va bien pour nous. On est ville verte. On a commencé. Ouais, il fait beau. On a eu aujourd'hui exceptionnellement pendant 1 heure de la pluie avec des petits grêlons. Ah, magnifique.
Ouais, C'est une voilà. merveilleuse nouvelle pour Elat. Voilà qui vous Oui, change. ouais, ouais. Non, si tu veux, on a commencé le déconfinement, mais de manière très légère. Ils ont réouvert les petites classes et on n'est plus limité aux 1 kilomètre de la maison. On peut aller où on veut, mais les hôtels n'ont pas réouvert, les commerces n'ont pas réouvert, Ah, ne d'accord. sont réouverts, ne sont réouverts que toutes les entreprises qui peuvent fonctionner en emporté ou en livraison. Merci Voilà. beaucoup, Pierre. Salut, salut, Voilà. Sori. Au revoir, Elat. Bye. Ciao. Voilà, donc tout c'est terminé. Je voulais vous dire bon courage, bonne semaine. Et bien sûr, ensemble, nous sommes plus forts. Allez, ciao.